Bonjour mesdames, je vous présente Yves Gineste, je suis Rosette Marescotti, nous sommes les concepteurs de la philosophie de l'humanitude et de la méthodologie des soins Gineste Marescotti. Nous allons partager avec vous un moment pour vous parler de la maladie d'Alzheimer et nous, notre objectif, c'est de vous faire comprendre à vous en tant qu'aidants qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment vous allez pouvoir vous occuper de ces personnes que vous aimez dans la sérénité et dans la compréhension. Alors, comme vous le savez très certainement, pour que l'on puisse parler de maladie d'Alzheimer, il faut que l'on puisse observer un trouble de la mémoire, une altération d'une autre fonction cognitive, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, a des hallucinations ou des difficultés de langage, et que l'ensemble de ces deux troubles gênent dans la vie courante ou empêchent le fonctionnement au travail. Donc, pour bien comprendre les déficits observés chez un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, il faut déjà comprendre comment fonctionne normalement notre mémoire. Alors, vous allez vous souvenir peut-être un petit peu de ce cours, tout simplement parce que vous n'êtes pas sourd. Vous allez vous souvenir de notre silhouette, tout simplement parce que vous n'êtes pas aveugle. Autrement dit, la première chose qu'il y a sur une mémoire, c'est qu'elle est alimentée par les sens, le goût, le toucher, l'odorat, etc. Ces informations, et il y en a des milliers d'informations, vont essayer de rentrer dans une autre partie de la mémoire. Cette partie s'appelle la mémoire primaire. Sauf que cette mémoire primaire, elle a des caractéristiques. Et sa première caractéristique, c'est qu'elle n'est capable de traiter que de 6 à 10 informations à la fois, pas plus. Et ça veut dire qu'il nous faut, à l'entrée de cette mémoire, des filtres très puissants. Et par exemple, on vient d'entendre un coq, je ne sais pas, eh bien, ce coq-là, je l'ai retenu, je l'ai laissé rentrer parce qu'il est très particulier. Si ça avait été un autre bruit, je ne l'aurais peut-être pas entendu. Et donc, il y a ici que les informations importantes pour être ensemble, en ce moment, qui vont rentrer dans cette mémoire primaire, mais elle a une autre caractéristique, indépendamment de sa petite taille, une information qui rentre disparaît au bout de 30 secondes à 1 minute. Elle ne peut garder une information que de 30 secondes à 1 minute. Enfin, autre caractéristique très importante, et on va voir combien cette caractéristique est importante dans la maladie, c'est ce que l'on appelle l'attention divisée. Elle nous permet de faire plusieurs choses à la fois. Je peux conduire, écouter Rosette, regarder le paysage en même temps et guetter, voir s'il n'y a pas de radar. Les informations qui sont, oui, je sais, les informations donc que vous voulez retenir, heureusement, nous allons pouvoir le faire grâce à ce que l'on appelle des voies de consolidation. Les systèmes de consolidation, consolidation, vont nous permettre de rentrer en mémoire les choses importantes. Par exemple, vous avez voulu vous souvenir du prénom de votre mari la première fois que vous l'avez rencontré, alors que vous avez oublié le prénom de plein de gens. Eh bien, le prénom de votre mari est allé s'inscrire dans ce que l'on appelle les mémoires secondaires. Et ces mémoires secondaires sont elles-mêmes composées de plusieurs mémoires, qui vont être, elles aussi, altérées dans la maladie. La première mémoire, c'est la somme de toutes nos connaissances, c'est le tiroir, si c'était une commode, de la mémoire sémantique. Je sais que Paris est la capitale de la France, je sais que ça c'est un stylo et je sais que ça sert à écrire. C'est de la mémoire sémantique. Nous avons aussi une autre mémoire
qui s'appelle la mémoire, en général, on l'appelle la mémoire autobiographique. C'est là qu'est inscrite l'histoire de notre vie. Nos souvenirs y sont empilés, les uns après les autres, dans l'ordre, hein, de l'enfance jusqu'à maintenant. Le dernier souvenir qui va rentrer dans cette mémoire, pour vous, ce sera cette petite conférence. En dessous, nous pouvons dire qu'il y a aussi une autre mémoire que l'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire de tous les gestes que vous avez appris et répétés. Depuis bien longtemps, je me lave, je m'habille, je noue mes lacets, enfin là je n'ai pas de lacets, hein. Il y a tout un tas de gestes qui font partie de ce que l'on appelle la mémoire procédurale. C'est là qu'est inscrite la manière de faire du vélo, c'est là qu'est inscrite la manière de faire du piano, si vous avez fait du piano. Et enfin, il y a quelque chose qui nous unit tous, qui relie tous les humains ensemble, c'est ce que l'on appelle la mémoire émotionnelle. La mémoire affective ou émotionnelle est une mémoire absolument essentielle. Voilà. Mon cœur qui battait lorsque je t'ai pris dans mes bras, l'odeur de ma maman lorsque j'étais petit était inscrite dans cette mémoire affective. Enfin, pour pouvoir vous faire ce petit cours, il faut bien que je prenne dans ma mémoire sémantique en ce moment les informations. Eh bien, ces informations, je vais les faire remonter en mémoire primaire qui va me permettre de travailler aujourd'hui avec vous par ce que l'on appelle des voies de rappel. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, dans les démences de type Alzheimer, puisqu'on parle comme ça de démence de type Alzheimer, nous préférons le terme de syndrome cognitivo-mnésique, moins agressif, eh bien, figurez-vous que n'importe quel élément peut être touché dans cette maladie. Et que chaque élément touché risque d'entraîner des conséquences tout à fait particulières. On va essayer d'identifier tout cela ensemble aujourd'hui. Yves vient de vous présenter les mémoires, comment ça se passe normalement. Maintenant, je vous propose de parler des différentes mémoires et de voir les problèmes qu'il y a dans chaque cas. Commençons par les mémoires sensorielles. Je suis sûre que vous avez des problèmes avec le goût. Grand-maman n'appréciait pas le sel avant. Et à présent, elle en met partout, elle en rajoute, elle sale. Dans tous les aliments, c'est du sel partout. Si votre maman sale beaucoup, c'est normal, c'est parce que le goût est altéré. Elle a de moins en moins de goût, et comme quand même manger c'est un véritable plaisir, et qu'elle veut du goût, elle va saler. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui s'arrêtent carrément de manger parce qu'ils n'ont plus de goût. Ils ne sentent pas, ils ne trouvent pas d'appétence à ça, donc ils vont s'arrêter de manger. Donc vous, il faut que vous sachiez que peut-être en rajoutant quelques épices, ça va les stimuler, leur donner envie et procurer du plaisir. Mais vous remarquerez qu'ils ont du mal à sentir le salé, mais par contre le sucré, ils aiment. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'ils mangent plus de sucré. Effectivement, grand-maman, pour tout ce qui est sucré, elle mange 2 yaourts, 3 yaourts, des desserts à volonté, oui. C'est vrai, effectivement, elle est attirée par le sucré. J'ai aussi ce problème avec ma grand-mère, donc je peux lui dire 10 fois la même chose, lui répéter, et pourtant elle n'est pas sourde, mais je répète à continu, elle ne comprend pas. Alors forcément, je m'énerve, et je finis par lui attraper le bras, et forcément elle explose de colère. Alors là, on est typiquement dans un problème où on pourrait croire en effet qu'il n'entend pas, qu'il ne vous voit pas arriver, etc. Ce n'est pas un problème d'yeux ou un problème d'oreille, c'est un problème qui va concerner sans doute les filtres de la mémoire primaire ou la capacité d'attention divisée de la mémoire primaire. Regardez, je vais vous montrer quelques images d'un bel exemple. Je me suis rendu compte finalement durant cette formation que tant que je ne me trouvais pas face à elle, dans son champ de vision, Mme Puchon ne répondait pas. Donc voilà, en me mettant là, Mme Puchon répondait. Comment allez-vous, Mme Puchon, aujourd'hui? Vous me prenez tel que je suis? Et ça me fait plaisir. Et comment vous me voyez, Mme Puchon? Bien. Bien? Levez la tête, regardez-moi et montrez vos jolis yeux. Elle est mieux que ce matin. Elle est mieux que ce matin, mais je vous trouve mieux que ce matin aussi.
Voilà, alors ce que l'on voit effectivement, c'est qu'ici, elle a son attention qui est fixée sur quelque chose, donc je n'existe pas. Si j'aborde par ici, elle risque d'être très surprise, ok. Et non seulement ça, mais en plus, quand je parle à côté d'elle, elle ne m'entend pas. C'est comme si je n'existais pas, étant surdité relationnelle. Et donc, il faut que j'aille la chercher, et voilà. Et là, maintenant, vous me voyez. Donc ça veut dire que si je veux rentrer en relation avec vous, il faut toujours que j'aille chercher vos yeux pour vous parler. Alors en fait, sur ces images tout à fait étonnantes, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je suis à côté d'une personne. Voilà. Je fais de grands gestes, elle devrait me voir, n'importe qui me verrait. Je lui parle fort, elle devrait m'entendre, n'importe qui m'entendrait. Et pourtant, je n'existe pas. Dans son monde à elle, je n'existe pas. Imaginez que je vienne et que je lui dise « Allez, viens, maman !» Eh bien voilà, énorme surprise, je n'étais pas là. Tout cela, ça semble venir d'un défaut de fonctionnement de la mémoire primaire, peut-être incapable de faire plusieurs choses à la fois, peut-être cette personne est concentrée sur quelque chose, et à ce moment-là, le seul moyen de rentrer en relation, c'est d'aller chercher le regard, de plonger ses yeux dans les siens, parce que le regard est prioritaire sur tous les autres sens. Avant de lui parler, avant de la toucher, nous aurons des techniques d'approche que l'on verra au cours de cette journée. Alors là, par exemple, elle a les yeux qui sont fixés sur vous, donc je ne donne pas à manger. Voilà, j'attends de reprendre le contact, et si madame ne prend pas le contact, je vais chercher le contact, et voilà. Et je vous donne à manger. Voilà. De la même manière, cette mémoire va nous poser quand même pas mal de problèmes. Ici, les informations que nous avons dans cette salle, elles vont rentrer, elles vont toutes rentrer. Et là, le filtre, qui parfois fait des blocages, comme vous l'avez vu à l'instant, eh bien, parfois il est capable de tout laisser rentrer, ce filtre. Ces informations vont toutes rentrer dans la mémoire primaire, qui, elle, va être saturée. Comment on va appeler ça? On va appeler tout simplement ça de la surcharge sensorielle. Et cette surcharge, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça va entraîner une forme d'angoisse. La personne sera angoissée au bout d'un moment. Ça n'arrive pas le matin quand elle se lève, hein. Ça va arriver quand? En fin de journée, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées. Et c'est là que l'on va voir ce que l'on appelle l'agitation vespérale. Parce que ces informations très fortes sont arrivées, et la personne, eh bien, ça l'a énervée profondément. Et on va voir des personnes marcher toute la soirée, pendant longtemps, s'agiter, ou bien crier, ou bien avoir un visage extrêmement angoissé. Eh bien, soyez vigilants. Sachez que lorsque ces filtres ne fonctionnent pas et que toutes les informations rentrent, ça entraîne de l'angoisse chez la personne. Lorsque vous avez la famille qui va arriver, et que vous allez faire une fête de famille, eh bien, peut-être, soyez vigilants.